Face à l'info, bonsoir à tous, 19h, c'est l'heure, regardez le sommaire ce soir. Le Robert est-il en train de céder à la tentation woke? Il introduit le pronom IL, IEL, employé pour évoquer une personne quel que soit son genre. Alors que le ministre de l'Éducation nationale a montré son opposition, pourquoi l'intégration de ce mot avant même son utilisation? La controverse autour de notre langue est-elle récurrente, tout simplement le signe d'une certaine vitalité, comme l'explique le Robert, l'édito de Mathieu Boccoté. Sur la route de la présidentielle, les catégories populaires ont bel et bien déserté la gauche selon les instituts de sondage, alors qu'après l'élection de François Mitterrand en 1981, 70% des ouvriers votaient à gauche. Comment expliquer cette évolution, cette captation du vote populaire par la droite? L'édito de Mathieu Boccoté. Avec la Russie qui vient de détruire un satellite depuis la Terre, la guerre de l'espace aura-t-elle lieu? La Russie a fortement été critiquée par les États-Unis et la France, qui l'accusent d'être des saccageurs de l'espace. Est-ce le prochain lieu probable d'un conflit? Décryptage, Dimitri Pavlenko. Le quartier de la Guillotière à Lyon fait parler de lui en raison d'une insécurité grandissante. Les habitants ont peur, les magasins ferment plus tôt, mais ne sommes-nous pas en train de nous habituer à vivre dans cette peur et dans cette insécurité? Comment expliquer que le sort de ceux qui subissent l'insécurité laisse indifférent le monde politique? Décryptage, Charlotte Dornelas. Et puis le 17 novembre 1854 naissait Louis Hubert Lyautey. Alors que certains veulent déboulonner les statuts de ce maréchal de France en faisant de lui un colonialiste pur et dur, Marc Menant le présente comme un humaniste dans la colonisation. Est-ce possible? Marc Menant répond. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes et nos journalistes. On commente, on décrypte, on analyse et c'est parti. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Charlotte va bien? Très bien. Merci. Alors, le dictionnaire... Ça correspond tout à fait à l'ambiance du plateau. Voilà, voilà ce que nous vivons. La chouchou de la maîtresse. Mon Marc, mon Dimitri, mon Mathieu, ravi de vous retrouver comme tous les soirs. On rigole beaucoup avant le générique, hein, ça s'entend, hein, quel calme. Alors, voilà un sujet qui fait beaucoup parler. Le dictionnaire Robert a décidé d'intégrer parmi ces nouveaux mots le pronom IEL. Alors, IEL, IE2LE, IELS, IE2LES. Autrement, le Robert qui consacre l'usage normalise l'idéologie trans et les codes du wokisme en les intégrant dans son dictionnaire de référence. Dans une lettre à l'Académie française, le député François Jolivet dénonce une contamination de la langue française. Est-ce que vous comprenez la polémique qui a suivi et les critiques jusqu'à celle du ministre de l'Éducation nationale, Mathieu Boccoté? Je la comprends absolument. Elle va de soi. C'est une réaction de survie pour ceux qui tiennent à la langue française, pour ceux qui tiennent à son esprit, à ses règles, et surtout, au privilège immense, elle nous permet de penser, de décrire, de sentir le monde. Mais ce que l'on voit, c'est que malgré la critique de l'Académie, d'ailleurs, depuis un certain temps déjà, ce que l'on voit, c'est que cette espèce d'idéologie progresse néanmoins. La France se croyait immunisée contre cette idéologie, en fait contre l'écriture inclusive. Eh bien, le résultat, c'est que ce n'est pas le cas aujourd'hui. On la voit progresser dans différents milieux, on la voit progresser, et là, qu'est-ce qui vient de se passer? Elle vient de s'emparer d'une place forte culturelle, d'une forteresse culturelle, d'une place forte symbolique, et dans la guerre culturelle, dans la guerre des idées, être capable de s'emparer d'une forteresse symbolique, que ce soit un super-héros, que ce soit un film, que ce soit une chanson, que ce soit un dictionnaire et pas n'importe lequel, eh bien, ce que l'on voit ici, c'est une véritable conquête qui vient de réussir, et donc c'est un gain de légitimité, et tous les partisans de cette écriture dite inclusive pourront désormais dire, vous voyez, le dictionnaire légitime notre démarche, finalement, c'est vous les réacs qui êtes en retard sur l'évolution de la langue qui est vivante, c'est une bonne nouvelle dans leur esprit, mais je pense que du point de vue des amoureux de la langue française, c'est une catastrophe. J'ai beaucoup de questions à vous poser. D'abord, comment est-ce qu'elle s'impose, justement, cette écriture inclusive? L'écriture inclusive, il faut voir d'abord et avant tout sa manière de se présenter. L'étiquette, écriture inclusive, à quoi s'oppose-t-elle? L'écriture exclusive? Hein, on comprend déjà, l'écriture excluante peut-être? Bon, alors on voit tout de suite. Donc, elle se présente à la manière d'un système de correction généralisée, du système discriminatoire sexiste
transphobes, probablement racistes aussi quelquefois, nous dit-on, qui seraient présentes dans la langue française. Donc la langue française ne serait pas une langue permettant au génie humain de s'exprimer avec une subtilité remarquable, une clarté remarquable. Non, ce serait une langue qui invisibiliserait certaines identités, qui institutionnaliserait un privilège masculin, qui ferait disparaître la possibilité de la non-binarité, de l'identité fluide et ainsi de suite en cherchant à tout compartimenter. Donc finalement, la langue française serait un système discriminatoire, sexiste, qui imprimerait jusqu'en dans les plis les plus intimes de la conscience des catégories discriminatoires, sexistes et transphobes. Dès lors, une fois qu'on a posé les choses ainsi, qui refuse de se rallier à l'écriture inclusive est donc un complice, un collabo de l'ordre sexiste et transphobe inscrit dans la langue, inscrit dans le dictionnaire, inscrit dans la grammaire, inscrit dans le vocabulaire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, le système de départage est assez clair. Vous refusez d'utiliser l'écriture inclusive? Eh bien, dans les faits, vous êtes donc complice, vous êtes sexiste, vous êtes réactionnaire. Vous vous opposez à l'émancipation des femmes parce que l'écriture inclusive permettrait de visibiliser toutes les minorités qui auraient été jusqu'à présent laissées de côté d'une manière ou de l'autre. Et à partir de ce moment-là, la première réaction, parce qu'on a vu ça apparaître il y a quelques années, il, elle, yol, yul, s'il en manque pas, hein. Il y en a même beaucoup. Le premier réflexe consiste à dire, mais c'est une connerie, mais c'est une sottise, mais c'est bête. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a un principe de contamination. À partir du moment où ça commence à s'imposer dans un milieu, très rapidement, c'est un signal qui est envoyé. Ah, c'est donc ainsi qu'on doit écrire si on veut suivre non seulement la mode, mais suivre les tendances idéologiques dominantes. Et très rapidement, on remarque ceux qui n'écrivent pas ainsi. Donc, s'impose l'écriture inclusive par un effet de contamination. Elle apparaît dans un milieu et très rapidement, elle se démultiplie. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, elle nous s'impose à nous avec cette idée, si vous n'acceptez pas l'écriture inclusive, c'est donc que vous êtes un complice du vieil ordre patriarcal et raciste. Vous êtes un complice de l'ancien régime. On doit en finir avec vous. Mais quelle est la fonction de l'écriture inclusive? Elle permet de trier entre les ralliés au régime, les fidèles au nouveau régime, le régime diversitaire, le régime woke, et les réfractaires, les opposants, les dissidents. D'étiqueter, en fait. Mais bien sûr, c'est un système d'étiquetage très efficace. C'est-à-dire, on voit, vous utilisez l'écriture inclusive, vous envoyez en société le signal de ralliement à cette idéologie. Vous envoyez, c'est une forme de signalement moral. Regardez à quel point je suis ouvert, je suis féministe, je suis ci, je suis ça, parce que j'utilise cette écriture. Donc, c'est un principe de signalement moral. Inversement, si vous ne l'utilisez pas, vous serez très rapidement dépisté, détecté à la manière d'un réfractaire au changement. Pourquoi n'utilisez-vous pas cette écriture qui permet pourtant l'émancipation des femmes? Qu'est-ce que vous voulez nous dire par là? Et là, on voit cette espèce de logique s'imposer. La fidélité à l'ancienne grammaire, la fidélité à l'ancienne orthographe, c'est finalement la fidélité à l'ancien régime. Or, lorsque la Révolution vient, qui veut être fidèle à l'ancien régime? On sait quel sort on réserve symboliquement aux fidèles à l'ancien régime. Je donne 3 exemples pour voir comment ça s'installe. Je me permets de les décrire parce que c'est comme ça que ça s'est passé chez nous. Je donne un exemple. Un professeur décide... Au Canada, hein? Au Québec, quand même. Il faut toujours tout vous Ménager rappeler. Mathieu. Le Canada parle anglais, c'est un pays sans intérêt, toujours gris. Bon, et le Québec, c'est un merveilleux pays, ou à tout le moins un pays en devenir. Quoi qu'il en soit, vous avez un professeur qui présente au début d'un cours, à l'université surtout, un plan de cours. Hein. Voilà, on annonce qu'il va y avoir dans le cours cette année les 15 séances, les références, la lecture, la bibliographie. Si vous n'écrivez pas votre plan de cours en écriture inclusive, vous risquez très certainement de vous faire dénoncer par un étudiant qui va dire « Excusez-moi, monsieur, madame, pourquoi votre plan de cours n'est pas en écriture inclusive? Parce que je suis fidèle à la conception classique de la langue française, qui est la seule vraie. » Ah bon, vous refusez donc les revendications liées à la minorité femme, la minorité trans, la minorité X, la minorité Y. Vous êtes donc opposé à ça? On va vous dénoncer. Et là, vous risquez de subir très rapidement une tempête dans l'université d'une manière ou de l'autre parce que vous n'aurez pas accepté de vous plier à la demande des quelques militants. Ils peuvent être 1, 2 ou 3 dans la classe, mais ça suffit pour créer la controverse. C'est le principe de la minorité criarde qui réussit à imposer ses préférences à tous. Autre exemple, plus pernicieux, dans le monde de l'entreprise. Vous décidez d'organiser, vous êtes le directeur des ressources humaines particulièrement zélé, particulièrement woke. Et qu'est-ce que vous faites? Vous faites un atelier pour mettre à jour les communications de l'entreprise en écriture inclusive. Et là, tous sont invités. Officiellement, c'est peut-être volontaire, mais dans les faits, c'est obligatoire. Et là, vous tombez sur quelqu'un, je ne sais pas trop, M. X, qui dit « Franchement, non, ça ne m'intéresse pas. Cet atelier, c'est une blague. Cette écriture inclusive, c'est pas sérieux. Je n'accepte pas de participer à ça. » Ah bon? Vous n'acceptez donc pas de participer à un atelier qui a pour fonction justement de vous apprendre une manière de
parler sous le signe de l'émancipation pour les minorités dans la langue, vous refusez votre participation à l'atelier qui n'était pas obligatoire, mais qui l'était néanmoins. Vous vous signalez donc à la manière d'un sexiste et potentiellement d'un raciste et d'un transphobe dans l'entreprise. Et là, tous le sauront. Donc, ça compromet non seulement votre position aujourd'hui, ça compromet votre possibilité d'avancer dans l'entreprise. Il y aura une augmentation? Ah ben ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Ça, c'est un peu réglé. Donc, ça vous transforme en suspect dans l'entreprise parce que cette idéologie-là progresse justement dans l'entreprise. Dernier exemple, lorsqu'une entreprise se met à faire sa publicité justement en écriture inclusive. Ça arrive quelquefois, on va trouver quelqu'un en communication qui va dire « Ah ben oui, on va écrire comme ça ». On va même lancer quelquefois des avis d'embauche en disant « Tiens, on vous aimerait avoir embauché, je ne sais pas trop, un nouvel employé X, Y, Z, on écrit en écriture inclusive ». Imaginons qu'on se dise ensuite, c'était peut-être pas l'idée du siècle, mais à partir du moment où vous vous engagez dans cet engrenage, vous ne pouvez pas revenir en arrière parce que ça veut dire que vous renoncez finalement à embrasser la cause de l'émancipation qui venait avec le point médian et les nouvelles manières d'écrire, c'est-à-dire éditeur, éditrice, étudiante.s. C'est lisible. Mais qu'est-ce qui se passe à travers ça? C'est que si vous vous engagez et que vous vous retirez, eh bien, c'est vu en dernière instance comme une espèce de basculement à droite, basculement réactionnaire, et ça donne très mauvaise réputation à l'entreprise, d'autant qu'il y a beaucoup de militants qui vont signaler sur les réseaux sociaux le fait que, vous êtes engagé sur le terrain de l'écriture inclusive, mais vous vous retirez aujourd'hui, nous savons donc qui vous êtes publiquement, vous êtes un réactionnaire. Et les entreprises craignent la mauvaise réputation aujourd'hui et cherchent à envoyer des signaux woke. Donc, on voit finalement que c'est un système de tri entre les ralliés, les convertis au régime, et ceux qui s'entêtent dans l'ancien régime. Et à travers ça, bien évidemment, il faut le dire, c'est une idéologie qui s'empare de la langue, qui déforme la langue, qui pulvérise la langue, qui empoisonne la langue, qui rend la langue tout simplement inaudible. Je dirais que c'est tout à fait impossible d'écrire même de cette manière-là, de manière sérieuse. Donc, sous prétexte de faire vivre la langue, dans les faits, on la tue, mais tout cela au nom de la fidélité au régime qui impose à travers le langage des nouveaux codes de signalement pour savoir qui seront les fidèles et qui devraient être laissés de côté. Et tout ça contre la majorité, et tout ça contre même le ministre de l'Éducation nationale. Comme d'habitude. Mais est-ce que c'est possible et comment résister à l'écriture inclusive? Alors, je pense qu'il faut l'inscrire dans la logique globale qui est la sienne. C'est-à-dire, l'écriture inclusive, on ne peut la combattre que si on combat la vision qui est derrière ça, c'est-à-dire que nos sociétés ne seraient en fait que système discriminatoire généralisé contre les minorités, système discriminatoire à ce point écrasant qu'il faudrait aller jusqu'à reprogrammer la langue pour s'émanciper. Donc, il faut critiquer, je pense, l'arrière-fond idéologique qui porte cette écriture inclusive, ne pas y voir simplement une question technique, ne pas y voir simplement une question linguistique, voir la dimension idéologique de l'entreprise. Jean-Michel Blanquer proposait de ramener à l'ordre l'enseignement du grec et du latin pour permettre à chacun de comprendre l'histoire de la langue, sa logique, sa beauté. C'est une merveilleuse idée. Je pense que ça fait partie d'une forme de reconstruction culturelle qui permet justement de se donner une capacité de résister aux idéologies nouvelles. Mais ça ne sera possible que si on s'inscrit, je le dis, plus vastement dans une reconstruction de la culture générale, une reconstruction des humanités, comme on disait autrefois. Il y a une capacité justement de tenir tête à ces petits inquisiteurs malveillants et malsains qui cherchent aujourd'hui à nous dire « couchez-vous en écrivant, en utilisant cette manière d'écrire, ou alors vous serez dénoncé publiquement à la manière justement, on vous désignera la vindicte publique ». Je crois que de ce point de vue, cette bataille de l'écriture inclusive, loin d'être une question secondaire qui n'exciterait que quelques académiciens, c'est une question centrale sur la possibilité de dire le monde et de le dire dans la fidélité à notre langue qui est déjà capable par elle-même de dire les infinies nuances de notre existence. On va faire un petit tour de table. J'ai plusieurs petites questions. Par exemple, dans le Robert, je vois donc IEL, IE2LE. Enfin, ça sert à quoi d'avoir IE2LE et IEL si c'est... Non, mais c'est vrai que si c'est du non-genré, il suffit de... Je n'ai pas très bien compris. Ça, mais c'est quand première vous êtes question. dans une logique de fragmentation infinie des identités. C'est il ou elle. Pourquoi IEL, IEL, mais ensuite, il y a IE2LE? YOL aussi, il y a YUL. Et là, ensuite, si on cherche à rentrer là-dedans, c'est que ce sont les infinies nuances à l'intérieur de la fluidité identitaire. Alors, je dis pas que c'est normal. Je dis pas que c'est compréhensible. Je dis que ceux qui se voient ainsi, c'est la question des pronoms. Vous savez, dans le monde anglo-saxon, de plus en plus, vous le voyez sur les réseaux sociaux, on doit quelquefois préciser son pronom. He, him, she, her. D'ailleurs, ça fait she, Mais justement, ça fait partie des questions que je vais vous poser dans d'autres langues, par exemple en anglais, en espagnol. Est-ce qu'on voit oui, j'aimerais vous donner mon cas préféré. Ça, c'est magnifique. C'était au Congrès américain, je crois, au moment de la nomination du nouveau président américain. Et pour montrer l'ouverture, à la fin d'une prière, un type, un congressman, un député dit « Amen, a woman ». Amen, a woman. Pourquoi? Non. Parce que... Mais oui,
oui, c'est encore pire. Non, ça va toujours plus mal qu'on le croit. Et ce qu'il y a de fascinant là-dedans, c'est qu'ils avaient intégré cette idée que le amen était discriminatoire. Donc, ça témoigne d'une inculture absolue sur le rapport à la langue. Chez les anglo-saxons, toujours aux États-Unis, on va dire non plus la latina, mais latinx, avec un X, parce que le terme permettrait justement de dégenrer et permettrait aussi d'être plus inclusif. Donc, cette opération sur la langue se mène aussi en anglais. Mais, paradoxalement, je crois qu'en français, c'est encore plus toxique parce qu'elle vient véritablement, je dirais, déconstruire le génie de la langue. Nous en sommes témoins. Mais oui, aux États-Unis, ils connaissent ça aussi, sans le moindre doute. Oh, dernier détail, parce que j'y tiens à tout prix. C'est Justin Trudeau qui, dans un discours, parlait du mankind, hein, l'humanité, et finalement, il a préféré dire humankind de mémoire, parce que man, c'était quand même connoté masculin. Alors, les exemples s'accumulent. Quand même. Alors, il y a aussi autre chose qui m'interpelle, c'est qu'en général, dans les dictionnaires, c'est lorsqu'il y a un usage déjà de la langue qu'on valide, et là, c'est bien noté dans les dictionnaires que c'est rare, mais c'est quand même une position idéologique, et ça s'entend comme tel. Bien sûr, mais je pense, du point de vue du Robert, hein, pour les défendre, parce que quand même... Oh là. Il a le droit. Si c'était l'Académie française, alors là, je pense effectivement que ce serait extrêmement grave. Là, la forteresse le donjon serait tombé. Robert accompagne l'évolution de la langue à partir des usages. Et par exemple, vous savez, il y a plein de mots qui sont rentrés, type, on avait noté wesh. Par exemple, wesh, c'est rentré dans le dictionnaire, par exemple. Mais parce que ça fait partie wesh, féminicide, mais ils n'ont pas wokisme, mais ils n'ont pas islamo-gauchisme. Exactement. Non, mais c'est-à-dire que Robert fait un arbitrage en disant, ça commence à se pratiquer, et donc on est tendance, il faut bien revendre des nouveaux dictionnaires tous les ans. Il y a une entreprise commerciale aussi derrière tout ça. Donc voilà. Mais c'est aussi le piège. C'est aussi le piège. Après, moi, je note une chose, c'est que les porteurs de cette idéologie ne brillent pas non plus par leur niveau culturel. Rappelez-vous la polémique sur les suppliantes d'Eschyle il y a 2 ans de cela. Représentation dans les canons du théâtre grec avec des visages noirs. Ça avait été interprété comme des blackface. On se grimait en personnes de couleur noire et c'était une insulte à toutes ces personnes-là. Alors que ça fait partie de la tradition du théâtre grec. Évidemment que les militants qui s'en sont pris à cette représentation l'ignoraient totalement. Mais c'est pas grave. La culture passe après l'indignation. Alors, Marc et Charlotte, je vais vous faire réagir aussi peut-être par rapport à ce que dit le Robert, comme vous dites, parce qu'ils disent en fait que, premièrement, la controverse autour de la langue a toujours existé. Oui, c'est vrai ça. Deuxièmement, ils disent que son usage est encore faible, mais on l'annonce comme tel, que c'est rare. Troisièmement, ils disent que c'est utile pour préciser son sens pour ceux qui souhaitent l'employer ou bien que ceux qui souhaitent le rejeter, que c'est dans leur mission. Mais c'est extraordinaire, c'est-à-dire bientôt, on aura des borborigmes. Chaque page. Moi je m'affriolais beaucoup des petits Robert. Bien, je dois dire qu'aujourd'hui, les petits Robert, vous voyez, ils m'affligent. Je pense que la métaphore est passée. Mais en l'occurrence, c'est monstrueux de nicher derrière des mots. C'est-à-dire qu'on est toujours dans la logique d'inversion si bien dénoncée par Mathieu. Au départ, qu'est-ce que la langue ? C'est un absolu en dehors des individus. Donc, afin de lui permettre d'avoir toutes les nuances, on a créé le genre masculin, le genre féminin. Il y a des mots qui étaient donc avec cette autre, ça n'avait rien à voir, on n'a pas été chercher un sexe derrière tout ça. Et il se trouve que l'homme était masculin, la femme était féminine, et pour que la langue soit musicale, pour qu'elle nous emporte, qu'elle permette tous les échanges, on a dit le masculin l'emporte sur les féminins. Et alors soudain c'est devenu, mais c'est monstrueux, c'est l'homme qui écrase la femme, c'est l'homme qui n'admet pas que la femme puisse être considérée comme son égale. Vous vous rendez compte de la perversion dans laquelle on est ? On est en train de faire en sorte qu'il n'y ait plus la possibilité demain, c'est vraiment une langue, c'est même pas une langue, c'est donc... un langage d'inculte, un langage d'imbécile, et c'est ça. Mais si, moi j'irai jusque-là, parce qu'il y a un moment donné, Mathieu, oui, il faut être dans l'exaspération. Charlotte, réaction. Et vous me direz si en Chine aussi, ça se passe comme ça. On ne sait jamais, je vous pose des questions. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est en effet de revenir à la vision idéologique qu'il y a derrière l'écriture inclusive, parce que la langue s'écrit par l'écriture inclusive, et Mathieu a parfaitement décrit le problème, elle se parle aussi. Et qu'est-ce qu'il y a derrière, vous savez, cette nouvelle mode, on en a parlé l'autre jour, mais celles et ceux, les agriculteurs et les agricultrices, les Parisiennes et les Parisiens, bien alors en plus, il faut mettre le féminin avant, parce que sinon c'est la catastrophe absolue. Cette manière de concéder, de visibiliser, on va dire, le féminin systématiquement quand on parle, c'est déjà refuser une règle
de la langue française, c'est-à-dire que c'est déjà communié à la vision idéologique qui prévaut dans l'écriture inclusive, c'est-à-dire la langue française elle-même est sexiste, et on comprend bien que la France elle-même, par son État, par sa langue, par son histoire, est raciste, sexiste, tout ce que vous voulez. Donc quand Jean-Michel Blanquer interdit en réalité le point médian, parce qu'au moment où il l'a fait, il interdit l'utilisation du point médian dans l'écriture inclusive, mais il conseille d'écrire systématiquement les deux termes, au féminin et au masculin. Ça participe de la même idéologie et c'est déjà concédé un point, c'est déjà accepté que la langue elle-même serait sexiste. Moi, c'est ça qui me gêne beaucoup, c'est le double discours permanent. Il faudrait écrire Dieu avec un E aussi, vous voyez ? Dieu.E, parce qu'il n'y a pas de raison que le créateur ne soit pas une femme. Alors, je cherche ce qu'a dit Jean-Michel Blanquer. On va voir ce qu'il a dit, Jean-Michel Blanquer. Et après, je vous laisse le mot de la fin. Ensuite, on passe à Dimitri. Je soutiens évidemment cette protestation vis-à-vis du petit Robert. L'écriture inclusive n'est pas l'avenir de la langue française, alors même que nos élèves sont justement en train de consolider leurs savoirs fondamentaux. Ils ne sauraient avoir cela pour référence. Et c'est très, très juste, parce qu'au moment d'apprendre la langue, il faut en maîtriser les règles, les codes. Si on doit apprendre de cette manière, et c'est ce qui va venir, mais dans les faits, on condamne l'enfant au moment de la formation de sa pensée et de l'apprentissage de la langue à être dans un univers déstructuré et fou. Et franchement, je plains les professeurs qui vont devoir corriger de telles copies lorsqu'ils auront ça devant eux. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met une faute à quelqu'un qui décide d'écrire en inclusif ou non? Mon premier réflexe serait de coller des fautes. Et l'enfant sera dans une confusion. Mon cher Mathieu. Il n'y a plus de pensée. On va partir dans l'espace avec Dimitri. Je sais que vous avez envie beaucoup de discuter, mais on était déjà dans l'espace? Ouais. Dimitri, la Russie a détruit un de ses satellites, ce qui a entraîné la perturbation de la Station spatiale internationale avec un nuage de débris. L'opération a été vivement critiquée par les États-Unis et par la France. En quoi c'est important? En quoi peut-on parler de guerre de l'espace? Expliquez-nous un petit peu ce qui se passe. D'abord, il y a le contexte de fort activisme russe dans tous les dossiers chauds des Européens actuellement. On voit la main de Moscou, que ce soit sur le dossier des tensions migratoires entre la Biélorussie et Varsovie. On voit depuis quelques jours aussi des troupes russes amassées à la frontière ukrainienne, et on se demande si Moscou n'est pas en train de se dire qu'on n'a pas fini le travail en Ukraine. Il y a ces rumeurs aussi de gaz russe qu'on pourrait couper aux Européens pendant l'hiver. Donc oui, il y a cette ambiance-là. Alors, et puis arrive la destruction par un tir de missile depuis la Terre de ce vieux satellite inutilisé, mais qui servait une cible d'entraînement d'une certaine manière. Et on se demande s'il n'y a pas quand même un fil conducteur entre tous ces événements. Bon, les voies du Kremlin sont impénétrables, ça on peut le dire. En ce qui concerne le tir de missile, semble-t-il, il était planifié de longue date. Et donc, peut-être que c'est la communication, l'articulation, si vous voulez, entre la défense russe, le ministère, etc., l'agence spatiale russe. Peut-être que c'est la communication qui a été confuse et qui donne un peu l'impression d'une action impulsive, en fait, qui serait partie comme ça sans trop de réflexion. Ce qui serait très surprenant de la part des Russes, qui sont, vous savez, des grands stratèges et qui planifient leurs actions. Et puis, il faut savoir que la Russie a procédé quand même déjà à une dizaine de tirs d'essai de ce genre. Pas tous avec succès d'ailleurs, mais ça n'est pas la première fois que ça arrive. De ce point de vue-là, la destruction de ce satellite, c'est pas ce qu'on appelle une surprise stratégique. D'un coup, on découvre que l'adversaire s'est doté d'une capacité qu'on lui ignorait. Ça n'est pas cela. Mais c'est vrai que la réussite de l'opération a été accueillie, vous l'avez vu, par une condamnation générale. Vous avez cité la France, Florence Parly qui parle des saccageurs de l'espace, Jean-Yves Le Drian. Alors lui, il prête une intention politique. Il parle d'action déstabilisatrice. L'OTAN parle d'actes irresponsables, etc. On imagine quand même, imaginez-vous quand même, il y a un Russe actuellement dans la Station spatiale internationale. Je disais à Marc tout à l'heure que quand vous allez dans l'espace, vous avez le statut de représentant de l'humanité. Vous représentez pas que votre pays, vous représentez le monde entier. La tête du type, quand il a découvert ce qui se passait, qu'ils ont compris que toutes les 90 minutes, là, ils ont un nuage de débris qui va à 25 000 km/h, qui croise potentiellement leur route, avec ce risque de destruction. Et donc, il avait avec lui des Américains et des Allemands. Il a fallu s'expliquer, j'imagine, dans la Station spatiale internationale. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans ton pays? Enfin, vous voyez un petit peu, imaginez la scène, quoi. Alors, est-ce qu'on peut parler d'actes de guerre spatiale? Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Alors, voilà, c'est le sujet, parce qu'on lit ça absolument partout. Est-ce que c'est la guerre spatiale, etc. Est-ce que détruire son vieux matériel, c'est un acte de guerre? Est-ce que s'entraîner au tir, c'est un acte de guerre? Évidemment
que non. Par contre, est-ce que ça envoie le signal qu'on pourrait viser les autres ? Évidemment que oui. Donc, évidemment, c'est à ça qu'on pense quand on réactive l'expression de guerre des étoiles. Est-ce que c'est la future guerre des étoiles dont on voit l'entraînement actuellement ? Guerre des étoiles, je vous rappelle, c'était le nom que Ronald Reagan avait donné au programme spatial militaire américain au début des années 80. Donc, il y a d'abord tout cet imaginaire. Et puis, l'espace, stratégiquement, c'est quoi ? C'est le point haut. Vous surplombez tout le monde, vous êtes au-dessus du ciel. Donc c'est la position ultime et imprenable. Et celui qui contrôle l'orbite, potentiellement, contrôle la Terre, d'un point de vue vraiment stratégique. Alors cependant, il existe un traité qui a été signé en 1967, pendant la guerre froide, qui limite l'utilisation de l'espace à des choses pacifiques. Ça veut dire très concrètement, vous n'avez pas le droit de placer des armes nucléaires en orbite autour de la Terre ou des armes de destruction massive. Pas d'activité agressive, mais ça ne veut pas dire que vous ne faites pas du militaire. Et évidemment, depuis le départ, l'espace est un lieu d'activité militaire. Qu'est-ce qu'on y fait ? On y fait de l'observation, on fait de l'écoute, la navigation, le GPS à la base, c'est une technologie militaire. On fait des communications, on fait la météo. Et d'ailleurs, il y a une convention tacite entre les grandes puissances qui est de tolérer l'espionnage des autres. Pourquoi ? Parce que vous levez le brouillard de guerre qui, en situation de dissuasion militaire, est indispensable. Si vous ne savez pas ce que fait l'autre, et si l'autre n'a aucune idée de ce que vous faites, là, potentiellement, tous les dérapages sont envisageables. Donc, quelque part, l'espace est là aussi pour stabiliser un petit peu la situation, compte tenu des armements mondiaux. Sauf que dans cette affaire-là, les satellites deviennent des cibles de choix. Et d'ailleurs, vous avez vu que la grande mode dans les satellites, en ce moment, c'est les constellations. Plein de petits satellites, ce qui a cette vertu, sur le plan stratégique, de désagréger la menace. Vous ne pouvez pas détruire tout le système si vous avez 20 000 comme ça petits satellites qui encerclent la Terre plutôt qu'un gros satellite. Vous tirez dedans et à ce moment-là, l'ennemi est dans le noir. Donc, vous voyez, donc des tests de ce genre, de destruction de missiles depuis la Terre, ça fait 40 ans qu'on fait ça. Les Américains en ont fait plein pendant les années 80, puis ça s'est un petit peu tassé. Les Chinois ont réussi en 2007. Alors là, les Américains s'y sont remis, puis les Russes en 2018, puis les Indiens en 2019. Et ce qu'on voit en fait, ce test russe nous dit quoi ? Que voilà, il y a ce phénomène d'émulation des puissances entre elles. Et c'est ça finalement qui est le plus préoccupant, c'est que tout le monde veut avoir la technologie, veut savoir faire ce que les autres font. Dernière question, est-ce que cela veut dire que les prochaines guerres vont se jouer aussi là, dans l'espace ? Alors, les doctrines évoluent beaucoup depuis 20 ans. Si vous allez vous documenter sur le site internet de l'IRSEM, qui est l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Donc c'est la doctrine française. On vous dit... Il y a peu de chances que la guerre de l'espace ait lieu pour toutes les raisons que je vous ai expliquées, à savoir que tout le monde a besoin de l'espace et qu'il y a cette fonction de stabilisation finalement des technologies spatiales. Ceci dit, la France a été en 2017 victime d'une action inamicale, on ne va pas dire une action de guerre, mais une action inamicale où un petit satellite inspecteur, un satellite espion, s'est approché d'un satellite militaire français. Pas trop ce qu'il cherchait, semble-t-il, à savoir ce que nous-mêmes trafiquions. Donc, vous voyez, ce genre d'action nous montre que attaquer un satellite peut se faire de manière plus subtile que d'envoyer un gros missile, parce que le missile russe en question, il s'appelle le Nudol. Vous allez voir, c'est pas discret, quoi. Hein. On peut faire des choses plus subtiles. On peut faire une impulsion électromagnétique, on peut siphonner les informations, on peut faire une cyberattaque depuis le sol, on peut faire aussi un satellite kamikaze. Hein, vous sacrifiez un de vos satellites pour en détruire un autre. Tout ça, aujourd'hui, fait partie des réflexions qu'ont les militaires. Et en fait, la grande crainte, s'il y en a une, du point de vue de la guerre spatiale, c'est ce qu'on appellerait un Pearl Harbor spatial. Qu'est-ce que ce serait ? Il y a un livre qui a été beaucoup lu dans les milieux militaires qui s'appelle en français « La flotte fantôme ». Si vous vous intéressez à ces sujets-là, lisez-le. Le livre commence, on est à bord de la station spatiale chinoise et on découvre que les Chinois ont dissimulé une arme chimique, un laser chimique, qui leur permet de détruire très rapidement tous les satellites stratégiques des Américains, de l'armée américaine pour ses communications, etc. Plongeant à ce moment-là l'armée américaine dans le noir. Ce serait ça, si vous voulez, le Pearl Harbor stratégique. Et si vous faites ça, vous avez tout de suite un avantage. Alors c'est plausible. Davantage, je pense, que celui de l'arme en orbite dirigé vers le sol. Il y a plein de films américains qui vous racontent cette histoire-là. C'est quand même improbable aujourd'hui, compte tenu des règles que je vous ai décrites tout à l'heure. Ça supposerait quand même une sacrée dose de perfidie et de scélératesse. Mais bon, à l'heure des guerres hybrides sans code éthique, j'ai envie de vous dire, plus rien ne doit nous surprendre. Hein. Merci beaucoup, mon cher Dimitri. Dans un instant, on va retourner sur Terre, on ira au quartier de la Guillotière à Lyon. On va voir un peu ce qui se passe sur place et pourquoi il y a cette insécurité. Qui sont les réelles victimes de cette insécurité ? Pourquoi les victimes ne sont pas entendues, prises en compte ? On en parle tout de suite avec Charlotte.
Bienvenue sur le plateau de Face à l'info. Dans un instant, avec Marc Menant, on parlera de ce maréchal de France. Certains veulent déboulonner sa statue. Le maréchal Lyautey. Il est né le 17 novembre 1854. On va savoir si c'est vraiment un colonialiste, s'il mérite d'être déboulonné ou pas. Pour vous, non. On verra pourquoi. Non, moi je vais au contraire construire, ériger des statues. De toute façon, vous aimez bien réhabiliter tout le monde. Dans un instant, on va parler sur la route de la présidentielle, mon cher Mathieu. Pourquoi les classes populaires étaient à gauche et elles sont passées à droite? Un peu chez les abstentionnistes aussi, mais passées à droite. Comment, politiquement, sociologiquement, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? On va décortiquer ça ensemble avec grand plaisir. Mais depuis quelques jours, nous entendons beaucoup parler du quartier de la Guillotière à Lyon en raison de la colère des habitants face à l'insécurité qui grandit. Les magasins sont obligés de fermer plus tôt, la population a peur. Charlotte, qu'est-ce qui se passe concrètement sur place? Alors c'est vrai que la prise de conscience des habitants de la Guillotière, elle date pas de cette séquence médiatique-là. Ça fait de nombreuses années que certains racontent ce qu'ils vivent. Alors je pense qu'il y a deux phénomènes différents. Il y a d'une part l'islamisation très salafisée, en l'occurrence, dans les mœurs et dans la manière de vivre, dans la manière de se vêtir de toute une partie de ce quartier-là. Et il y a par ailleurs un gros problème d'insécurité, lié notamment à des vagues d'immigration très récentes. Et alors là, vous avez des récits complètement dingues. La majorité du trafic se fait sur cette place Gabriel-Péri, qu'ils appellent la place Gabriel-Despéry depuis quelques années. Et alors là, c'est trafic de cigarettes, de drogue, violence, vol, bagarre organisée sur cette place qui empêche les gens d'aller et venir sereinement. Donc ça, et alors il y a d'une part tous ces trafics-là qui génèrent la violence que l'on voit dans beaucoup d'autres quartiers. Et ensuite, il y a beaucoup de récits d'hommes ou de groupes d'hommes errants qui sont absolument défoncés, il n'y a pas d'autre mot, avec, vous savez, tous ces médicaments qui servent de drogue, que sont le Rivotril, le Tramadol et le Subutex. Donc, c'est des hommes complètement zombies, mais extrêmement agressifs et qui peuvent, vous savez, toutes ces histoires pour une cigarette, pour un sac, pour un portable qui n'a pas été donné. Donc, vous avez vraiment des récits complètement dingues. Et il y a une séquence médiatique qui vient de s'ouvrir. Il y a eu des reportages ces dernières années dans ce quartier-là, mais la séquence médiatique qui vient de s'ouvrir, en fait, ça date du 25 octobre dernier, parce que le 25 octobre dernier, le magasin Casino qui est sur cette place a décidé de fermer ses portes à 17h et non plus à 19h30 pour des raisons de sécurité, après avoir embauché 5 personnes pour assurer la sécurité à l'entrée du magasin, dont un maître chien. Donc après avoir fait ces embauches-là, ils ont fini par dire on ne peut pas aller plus loin que 17h, c'est beaucoup trop dangereux. À la suite de quoi, le McDonald's de la place a annoncé, eux, qu'ils ne servaient plus du tout en salle, parce que ça générait trop de problèmes, et qu'ils ouvraient leurs portes uniquement de 11h à 15h. Donc c'est pour qu'il y ait un engagement à une perte pareille pour ces deux magasins. Vous imaginez bien que la décision ne se fait pas de gaieté de cœur. Donc alors, non, c'est assez stupéfiant. On est en train de se regarder là, parce qu'on dit que c'est assez stupéfiant. C'est le cas de le dire. Oui, c'est le cas de le dire. Juste avant de poser ma question, on va regarder des photos d'il y a quelques bonnes années quand même de ces quartiers qu'on a retrouvés de la Guillotière. On va regarder. Je ne sais pas si on peut nous montrer celle qu'on avait tout à l'heure, voilà, dans le générique, et puis celle d'il y a 100 ans, le quartier de la Guillotière, qui aujourd'hui maintenant est devenu complètement la proie à l'insécurité. Et je ne sais pas si on peut nous montrer celle qu'on a montrée, même si ce n'est pas tout à fait le même endroit. On peut pas. Ah, on peut pas. D'accord. En tout cas, on l'a vu dans le générique tout à l'heure. Charlotte, ce qu'on aimerait comprendre, c'est qu'en est-il de la prise de conscience, et c'est là que le bas blesse, des responsables politiques de la ville. Ils laissent faire, ils croisent les bras, ils regardent. Alors, ils regardent ailleurs, en tout cas, ou ils regardent sur des choses. J'ai fait une petite liste des différentes réactions politiques, parce que franchement, il y en a qui valent le coup d'œil. Alors, l'ancienne municipalité, parce que vous savez, on parle beaucoup de Grégory Doucet, qui est le nouveau maire de Lyon. On va montrer l'image d'aujourd'hui, pardon. Voilà, aujourd'hui, pardon, la différence. Et oui, donc c'est ça, évidemment, en plus du reste. Donc, l'ancienne municipalité avait commandé un rapport pour vous dire que l'inquiétude ne date pas d'hier. Et alors, je vous sors une citation de ce rapport-là. Une diversité de communautés côte à côte, mais qui s'ignorent largement, générant une ambiance urbaine particulière où la place des femmes en de nombreux lieux ne va pas de soi. Franchement, on dirait une parodie, mais où la place des femmes en de nombreux lieux ne va pas de soi. Si un quartier multiculturel est un quartier où les différences et les diversités dynamisent les liens sociaux, la place Gabriel-Péri n'en est pas un.
Vous voyez, vous vous souvenez de la chronique sur la novlangue. Mathieu. Là, on nage en plein dedans. Mathieu, on est dans le grand bain. Il devient fou. Donc voilà, si on décrypte ça, ça veut dire c'est l'horreur absolue. Les femmes ont évidemment raison d'avoir peur. Il faut surtout qu'elles s'éloignent de la place. On a la maire du 7e arrondissement de Paris d'aujourd'hui, qui est donc étiquetée Europe Écologie Les Verts, qui a concédé il y a quelques jours, je la cite... De Lyon, hein. De Lyon, parce qu'en fait, le quartier... Vous avez dit Paris. Ah pardon, excusez-moi, c'est parce que arrondissement. Pas de souci. Le quartier est entre le 3e et le 7e arrondissement de Lyon. Et donc la maire interrogée a concédé, je la cite, « À certains horaires, il m'arrive de faire un détour. Je change de trottoir pour pouvoir passer plus sereinement, être sûr qu'on ne m'attrape pas mon sac. » Mais elle s'est reprise immédiatement, je vous rassure, en disant attention, ça arrive là, mais ça pourrait arriver ailleurs. Surtout, ne confondez pas, parce qu'évidemment, de nos yeux, on voit certaines raisons du problème sur cette place-là. Ensuite, il y a Grégory Doucet. Alors ça, c'est quasiment le plus beau. Donc le maire, lui, carrément de la ville. Alors il a réagi à la fermeture du casino. Donc le magasin dont je vous parlais, Casino, je répète, qui avait d'abord embauché des gardes de sécurité et qui ensuite se voit contraint de fermer 2h30 plus tôt, c'est-à-dire avec la perte de chiffre d'affaires qui va avec. Alors lui, il dit, c'est une décision qui leur appartient, mais que je déplore car c'est un magasin qui fait la vie de ce quartier. Voilà, circuler, il n'y a rien à voir, c'est dommage. Pourquoi est-ce qu'il ferme plus tôt? On ne comprend pas très bien. Bon, alors lui, après, il a dit, mais je vous rassure, il y a beaucoup de policiers qui viennent, etc. Bon, très bien. Et alors, le plus beau en termes de novlangue, une réunion publique qui a eu lieu il y a quelques temps pour que les élus des arrondissements concernés présentent l'ensemble des actions qui ont été retenues, ouvrez les guillemets, au terme de la concertation publique portant sur le mieux vivre ensemble, place du Pont. Place du Pont et place Gabriel Péri, c'est juste à côté, c'est là où se passent toutes les violences. Donc au terme de la concertation publique portant sur le mieux vivre ensemble, place du Pont, qui a été menée donc de janvier à mai dernier. Résultat, il y a 8 points d'action de la mairie. Qu'on peut résumer ainsi, j'ai résumé parce qu'il y en a 4 qui concernent la piétonisation de ces places. Il y a la suppression du stationnement en épi sur la place Gabriel Péri. Il y a des traversées piétonnes sur la place également, et évidemment la végétalisation d'une partie de la place, parce que ça va régler le problème. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que sur le site de la mairie, ils ont fait une sorte de boîte à questions où les Lyonnais pouvaient proposer leurs idées et voter pour leur propre idée ou celle des autres. Et les 3 idées les plus populaires sur ce sondage, cette sorte de questions en ligne, c'est 1, faire respecter le droit, 2, plus de police, et 3, surtout éviter la piétonisation qui va évidemment renforcer le problème puisqu'il y a tous les vendeurs à la sauvette. Donc là, le fossé nous apparaît béant. Et alors, je précise simplement une chose, c'est que la place est criblée de caméras de vidéosurveillance d'une part et que la police passe 2 fois par jour essayer d'évacuer les trafics qui se réinstallent immédiatement. Vous savez, c'est tous ces pauvres gens qui ont tellement peur de la police qui sont là 2 heures après. Hier, par exemple, pour vous donner une idée, 80 policiers qui ont été dépêchés. Alors, il y avait des CRS, la BAC, donc Brigade Anticriminalité, et la police aux frontières qui étaient présentes. Depuis le début de l'année, à cet endroit-là, c'est 4000 interpellations. Et pourtant, tout empire. Dans ce quartier, Charlotte, vivent des gens qui subissent cette situation. Ils ont notamment un groupe, La Guillotière en colère. Ils l'ont créé il y a 2 ans. Est-ce qu'ils sont au moins entendus ? Eh bien, ils le sont là dans cette séquence parce qu'évidemment, cette histoire de magasin a choqué beaucoup de gens, mais ils n'ont pas beaucoup d'empathie. Vous savez, il n'y a pas d'artistes pour s'afficher à leur côté. Il n'y a pas de hashtag partagé par des sportifs sur les réseaux sociaux. Il y a des victimes qu'on aime beaucoup plus défendre que d'autres. Ça, c'est la première chose. Pourtant, les témoignages, j'ai retenu 3 phrases. On est en France et il y a des zones où l'on n'ose même plus passer. Ça va mal finir. On a peur, c'est invivable. Et la présidente de cette association qui disait récemment, tant que c'est des bagarres, on peut s'en éloigner. L'intériorisation de la vie horrible. En revanche, il y a eu 2 fois des coups de feu, il peut y avoir une balle perdue. On commence vraiment à risquer notre vie. Les gens sont chez eux et c'est pour aller de leur travail à chez eux ou pour repasser, pour traverser une place en plein cœur de Lyon. Parce que précisons que c'est en plein cœur de Lyon, à la boulangerie. Et vous avez d'ailleurs des commerçants qui disent on a énormément de mal à recruter parce que les gens viennent faire leur période d'essai. Et il y en a même un qui racontait, qui disait ils viennent faire leur période d'essai et si jamais c'est des gars bien, eh ben, en fait, ils n'ont pas du tout envie de venir travailler ici. Et si c'est pas des gars bien, ils risquent de finir dans les trafics avec les autres. Et donc, ça nous intéresse pas. Non, il y a des témoignages, mais c'est au-delà du réel, franchement. Et moi, ce qui me fascine, en fait, toujours dans ce genre de situation, c'est l'hémiplégie, en fait, de l'empathie
qui est exprimée par, vous savez, les militants des droits de l'homme, de la bonne cause en permanence. J'ai pris 3 points. D'abord, sur la question de l'immigration. On voit toujours la question de l'immigration par rapport au sort parfois extrêmement touchant des immigrés qui arrivent et qui ont toujours des histoires incroyables sur lesquelles on s'attarde pendant des heures. Les victimes de l'immigration n'ont jamais un quart de seconde l'empathie de ces personnes-là, voire même la prudence. On n'accorde aucune prudence au moment de réfléchir à cette question par rapport aux gens qui vivent un enfer, c'est réellement un enfer. Ensuite, la deuxième chose, c'est la question de la police. On voit toujours la police sous le biais, vous savez, tous ces militants-là nous parlent de la violence policière, des jeunes qui ont peur de la police, des mauvaises relations entre les jeunes et la police, etc. Là, on a des délinquants, j'insiste, qui ont l'air d'avoir vraiment très très peur pour revenir 3 minutes après. Pour certains qui sont évidemment en situation irrégulière et qui sont là et qui n'ont aucun problème à venir et à revenir, ils sont interpellés, ils sont là le lendemain. Et ensuite, évidemment, la question de la justice, qui est toujours pensée, que ce soit sur la question, vous savez, de la procédure, de la manière dont la justice s'applique, toujours pensée par les droits de la défense, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut protéger le délinquant éventuellement d'un abus de pouvoir, de la justice, etc. Ou alors, sur la question de la prison, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre la prison plus humaine, plus agréable, plus sympathique, ou même pour aménager les peines. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des questions à se poser sur ce terrain-là, mais quand on ne voit ça que par le biais de la manière dont on traite les délinquants, et jamais de la vie, on se pose la question à savoir est-ce que la justice est rendue aux habitants de la Guillotière ? Cette question n'existe pas par rapport à la justice. Et c'est vraiment l'hémiplégie de ce combat-là que je trouve incroyable, parce que là, on a des victimes qui n'intéressent personne et qui sont pourtant dans une situation atroce. Victime à 2 vitesses, souffrance à 2 vitesses, France à 2 vitesses. Mais ça, c'est le 2 poids 2 mesures généralisé. C'est-à-dire qu'on considère qu'il y a des gens... On s'y habitue depuis... En fait, je pense qu'on se révolte contre tout ça. Il y a une volonté de cette révolte doit se traduire politiquement. Mais ce qui est encore plus révoltant, et j'y reviens, c'est la manipulation dans la présentation des faits. Si un quartier multiculturel est un quartier fécond sous le signe de la diversité heureuse, il ne s'agit donc pas d'un quartier multiculturel. Mais c'est génial. C'est comme quand on nous disait le communisme, c'est formidable en théorie, c'est juste en réalité, ça fonctionne moins bien. Moi aussi, j'aimerais ça aller habiter en théorie. Donc le multiculturalisme fonctionne bien en théorie, mais la réalité... Alors, c'est fascinant. Et la négation du réel, et on explique aux gens, on culpabilise des gens. S'ils n'aiment pas la situation, c'est peut-être parce qu'ils sont fermés à l'autre. Oui. Moi, j'ai expérimenté ça dans un quartier neuf, un quartier nouveau, en fait, où le déni absolu des autorités locales qui pensaient qu'avec 3 caméras braquées sur les points de deal, ça allait suffire, alors qu'il suffisait de tourner les caméras. Voilà. Et des policiers dans une situation de désespoir, parce qu'ils sont obligés d'arriver en tenue et obligés de demander aux gens de leur ouvrir pour se cacher, pour faire les planques, vous voyez, enfin, des situations complètement ubuesques. Et un jour, un urbaniste m'a expliqué, mais vous savez, il y a une théorie qui s'appelle la théorie de la chasse d'eau. C'est-à-dire, vous faites une place, un lieu convivial où tout le monde aura envie de passer, et le trafic humain fera que les dealers ne s'installeront pas. Tu parles, Charles. Voilà, la théorie de la chasse d'eau. Magnifique. Merci en tout cas, Charlotte, pour cette précision, en tout cas, cette chronique sur la Guillotière, et sur cette vision des choses. Ça fait penser déjà à plusieurs quartiers, même dans Paris, déjà. Mais bien sûr, c'est un exemple. Exactement. Est-ce qu'on s'y habitue ? Oui, j'ai peur que oui, parce qu'il y en a de plus en plus. Exactement. Le 17 novembre 1854 naissait Louis Hubert Lyautey, alors que certains veulent déboulonner les statuts de ce maréchal, grand maréchal de France, en faisant de lui un colonialiste pur et dur. Vous, mon cher Marc, vous avez envie de nous le présenter comme un humaniste dans la colonisation. Ça existe ? Non, mais alors vous êtes en train de me présenter comme étant un être pervers qui édulcorerait la réalité et qui ferait en sorte que des personnages ignobles soient néanmoins dans une sorte de sanctification. Je peux vous assurer que la réalité telle que je vais vous la conter n'a pas obtenu de ma part la moindre conciliation. C'est un personnage fascinant. Il naît dans une famille où on a un passé militaire avec un lieutenant à côté de Napoléon à Austerlitz, les généraux qui flambent durant toute la montée de l'Empire, et le père qui, lui, se marginalise, il fait Polytechnique et devient un spécialiste des ponts et chaussées. Quand notre gamin naît, à cette époque, nous sommes au début
du Second Empire avec Napoléon III. Les parents, ils pestent. C'est pas possible. Ils ont la fibre royaliste, ils sont extrêmement croyants et ce qui se passe ne leur donne pas satisfaction. Mais ce qu'ils craigneraient encore le plus, ce serait l'agitation républicaine. Ils ne tarderont pas à y arriver. Que se passe-t-il pour notre petit bonhomme ? Bien, il est là, il est mignon comme tout. L'arrière-grand-mère a un appartement sur la place Stanislas. Cette place qui vous fait rêver, c'est pas un lieu public, c'est un musée. Ah non, on est là. Et alors, le prince impérial, le fils de Napoléon tant attendu, il y a le baptême. Oh ben là, on oublie les petites acrinomonies que l'on peut nourrir à l'égard de l'empereur. Il faut voir ça, notre bambin. Il a 18 mois, la nourrice le prend dans ses bras. On se précipite à la fenêtre et la nourrice le pose, vous savez, sur ces petites barrières de bois qui sont là. Et laf, la barrière s'effondre et le gamin, eh bien, il échappe des bras de cette jeune femme. Il chute. On est au premier étage. Et hop, au passage, il touche l'épaule d'un grenadier et le crâne se fracasse sur le sol. Il est en sang, mais il est vivant grâce à l'épaule du militaire qui a amorti la chute. On essaie de le consoler, bien évidemment, quelques semaines de convalescence, et puis ça va mieux, on est content, mais lorsqu'il a 4 ans, il a de grandes douleurs dans le dos, a du mal à se tenir droit. On rend visite à un chirurgien que tout le monde connaît de nom, c'est le docteur Velpeau. Vous savez, celui qui a inventé les bandes. Et là, il constate que la colonne vertébrale a été légèrement fissurée. Il faut opérer et surtout lui fabriquer une carapace de plâtre. Et dans cette carapace, il n'est pas question de se mouvoir. Notre bambin va passer 2 ans dans un lit, sans pouvoir faire autre chose que visionner les mouches, et puis écouter aussi Tante Berthe qui raconte de belles histoires, qui l'ouvre à la lecture, et surtout à la foi. Le Seigneur est avec toi, mon enfant. Le Seigneur, il faut toujours y croire. Il te prendra dans sa considération. Et un jour, tu verras, tu s'en sortiras. Il faut y croire. Prie, mon garçon. Et effectivement, 2 ans après, belle éducation. 2 ans après, on enlève la carapace. Mais les béquilles ne suffisent pas. Il faut un corset de fer. Corset de fer dans lequel il restera entravé pendant 6 ans encore. Alors, de temps en temps, il y a les belles compensations. Lui qui est resté si longtemps enfermé dans sa chambre, il peut descendre dans le jardin où il y a la terre. Et là, la terre, il la façonne. Il fabrique des villes. Quand je vous raconterai la suite de l'histoire, c'est important. Papa, aux ponts et chaussées, lui, il fabrique les villes idéales avec des belles petites maisons, des places. Il projette un monde dans lequel l'humanité pourrait ainsi être en harmonie. Et à 14 ans, le voilà, qui enfin est debout. Ah, il aurait pu se plaindre, mais non, il a eu les lectures. La grande épopée napoléonienne, il la domine littéralement. Et puis il y a eu les philosophes aussi. Et on n'a pas le droit de se plaindre. Il n'est pas question d'apparaître devant les autres en étant qu'une victime. On doit avoir de la dignité. Dieu m'a imposé un défi et Dieu, je serai à votre hauteur. À l'époque, on vous voit le ciel. Et alors il s'inflige de grandes marches et puis il se met à courir. Il tente également l'escalade car papa maintenant les a conduits à Dijon. À Dijon, il y a la possibilité de se taquiner les grandes falaises. Et puis il y a l'équitation, le cheval, le dos, eh bien, il maîtrise tout ça. Lorsqu'il s'agit de se voter un destin, ce sera Saint-Cyr. Au passage, il y a quand même la guerre de 1870. 1870, c'est la perte de la Lorraine, mais il est né où, lui? En Lorraine. Et la famille qui fustige, qui est en train de se tramer, la République qui est en train de naître, et quelques mois plus tard, c'est la Commune, ce monde de communistes. Et pour autant, lui, il rencontre à Paris qui?
Eh bien, Albert de Mun. Oh, ça vous dit peut-être rien, Albert de Mun, mais c'est lui qui a créé l'œuvre du cercle catholique d'ouvriers. C'est-à-dire que oui, il n'est pas question de faire le lit du communisme, mais il n'est pas question d'être dans le libéralisme. Pour le libéralisme, il faut s'ouvrir aux autres. Et c'est ainsi que quand il devient officier, l'une des premières choses qu'il fera, eh bien, alors que le service militaire est devenu obligatoire, quand il constate le sort qui est réservé à ces bougres, le midi, il n'y a même pas de réfectoire, on vous donne une gamelle, c'est la louche, et puis on se met où on veut. Eh bien, il invente le réfectoire, il invente le foyer où le soldat pourra se reposer le soir. Il faut également des bibliothèques. Et plus que ça, il faut également des cours pour les illettrés. Il rédige un papier dans cette revue des Deux Mondes. Et dans cette revue des Deux Mondes, il a écrit du rôle de l'officier dans le service militaire universel. C'est tellement bouleversant que spontanément, il y a des quêtes qui se font partout. Il peut acheter 130 000 livres, ainsi les militaires peuvent s'instruire, car pour lui, c'est une chance d'avoir une armée où enfin toutes les classes sociales peuvent se réunir, toutes les classes sociales peuvent entrer en fraternité, découvrir les différences, mais éviter ce qui se passe à l'Assemblée, où on se canarde entre les bonapartistes, les républicains, les royalistes et autres. Il nous faut une terre qui nous propulse vers l'avenir. C'est cette terre d'humanité, il dira, la joie de l'âme est dans l'action, car pour lui, ce qui compte, c'est de ne pas stagner, mais c'est de forger le monde de demain qui le conduira aux colonies, et non pas en salopard, comme on essaie de nous le présenter, mais avec cet esprit d'un Dieu qui le guide et un Dieu qui doit permettre aux uns et aux autres de s'aimer. Mais ça, je vous le raconterai. Tiens, d'ici une quinzaine de jours, on débarquera avec lui 7 minutes là-bas. 30 sans répondre à ma question. Mais vous avez décrit un maréchal que personne n'a jamais décrit de cette façon. Personne ne connaît son enfance. Et voilà. La prochaine fois, vous allez répondre à ma question. Oui. Il faut savoir être patient. Dans 15 jours. Merci beaucoup, mon cher Marc. Dernière partie, ce n'est plus à démontrer. Partout dans le monde occidental, les classes populaires ont déserté la gauche, mon cher Mathieu. Elles sont passées à droite, comme on dit souvent, et on se demande rarement comment ce mouvement s'est opéré dans la durée. Comment on peut expliquer justement ce passage des classes populaires de la gauche vers la droite ? Alors, l'explication convenue, toute récente, consiste à dire « Ah, c'est la faute à Hollande ». À la rigueur, c'est peut-être la faute à Mitterrand. Donc, c'est une forme d'exploration récente. Mitterrand à cause de l'antiracisme. Il y a du vrai là-dedans. François Hollande et Terra Nova. Il y a du vrai là-dedans. Mais si on veut comprendre l'histoire du divorce entre les classes populaires et la gauche, il faut remonter bien avant. Et vous me permettrez de me faire historien un instant pour raconter ce divorce. Retournons-nous vers le marxisme. Le marxisme qui avait élu le prolétariat, les classes populaires, le peuple, la catégorie révolutionnaire par excellence. C'était le sujet messianique porteur de la libération du genre humain dans l'histoire. Le peuple laissé à lui-même, croyait-on, allait porter la sainte révolution. Mais Lénine dit très rapidement, il est conscient des choses, il dit « Le peuple laissé à lui-même n'est pas révolutionnaire. Le peuple, au mieux, est trade unioniste, dit-on à l'époque. C'est-à-dire, en gros, social-démocrate, syndical, le peuple souhaite améliorer sa condition, mais il ne souhaite pas véritablement la révolution. » Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que la théorie marxiste nous dit que le peuple doit porter les catégories populaires doivent porter la révolution. Lénine qui fait la théorie du parti. Et qu'est-ce que c'est la théorie du parti? Ce sont les intellectuels qui sont capables de faire advenir le peuple à la conscience révolutionnaire, mais eux-mêmes, les intellectuels, ne viennent pas des catégories populaires. Donc, eux, c'est comme la conscience, c'est comme si finalement le peuple a besoin d'autres que lui pour accoucher de sa conscience révolutionnaire. Donc, le parti sera le véritable parti révolutionnaire, il sera le véritable représentant des classes populaires qui, laissées par elles-mêmes, ne sont pas capables d'avoir conscience de leur propre intérêt. Donc, dès le début du 20e siècle, il y a cette conscience que le peuple n'accepte pas exactement le rôle qu'on lui prête. Et aussi, il y a cette idée que si on veut véritablement comprendre le peuple, il ne faut pas se tourner vers lui parce qu'il sera décevant. On doit plutôt se tourner vers ceux qui prétendent parler en son nom, les gens du parti.
Je précise, soit dit en passant, que cette logique s'applique aussi aujourd'hui quand on pense aux indigénistes qui prétendent mieux savoir ce que pensent les populations issues des minorités que ces populations elles-mêmes directement. Chaque fois, on se retrouve avec une élite prétendument éclairée qui prétend parler au nom de gens sans les avoir consultés. Donc ce divorce, il est bien plus ancien qu'on ne le croit. C'est intéressant parce que la route de la présidentielle de s'y intéresser parce que ce phénomène s'est radicalisé quand même, on a l'impression, en mai 68, non? En France. Mai 68 et plus largement, on dit les Radical 60s. Alors, les années 60, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment des années d'ébullition révolutionnaire, hein, de différentes manières, que ce soit le visage des hippies, que ce soit la tentation maoïste. Il y a différentes manières de penser la révolution. Et là, il y a une grande déception à gauche. Le peuple n'accepte pas son rôle de chair à canon révolutionnaire. On lui avait réservé le titre messianique de peuple c'était la catégorie messianique qui allait changer le cours de l'histoire. C'était la catégorie christique, celle par laquelle le monde allait renaître. Mais le peuple, finalement, qu'est-ce qu'on découvre? Il est très attaché aux valeurs traditionnelles. Il est attaché aux structures traditionnelles d'autorité. Il est plutôt conservateur, finalement. Il est très patriote, le peuple. Tout cela suscite une immense déception, un immense désenchantement chez les intellectuels de gauche qui, globalement, dans le marxisme, on n'avait jamais aimé le peuple pour le peuple. On aimait le peuple parce que c'était la catégorie censée faire la révolution. Et si le peuple ne veut pas faire la révolution, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on largue la révolution ou est-ce qu'on largue le peuple? Eh bien, on largue le peuple. Et on va donc commencer une enquête intellectuelle, une espèce de séminaire à ciel ouvert pour trouver le nouveau sujet révolutionnaire, puisque le peuple n'a pas voulu jouer à la révolution, on va trouver de nouvelles catégories pour la faire. J'ai une autre question. Ah ben, non, mais vous me permettez de poursuivre parce que ça m'obsède cette question-là. Allez-y. Alors, on cherche la catégorie qui va être capable de faire la révolution. Commence l'enquête pour trouver le nouveau sujet révolutionnaire. Et dans les années 60, fin 60, 70, donc on commence à se dire, ce sera finalement les fameuses minorités. Au début, c'est assez imprécis. Mais quand on lit Foucault, quand on lit Marcuse, quand on lit Poulantzas, quand on lit Alain Touraine, tous ces penseurs qui ont eu une grande audience à l'époque, qu'est-ce qu'ils disaient? Il faut trouver finalement les nouvelles catégories révolutionnaires. Donc, certains vont dire, ce sont les minorités. Alors, on change de vision à gauche, soit dit en passant à ce moment-là. On se dit, finalement, ce n'est plus avec le capitalisme qu'il faut rompre, c'est avec la civilisation occidentale. Et le méchant, ce n'est plus le bourgeois à haute forme. Finalement, c'est la figure de l'homme blanc hétérosexuel qui apparaît déjà comme l'inquiétant de service. Alors là, on va se tourner vers différentes minorités possibles. Les uns vont dire, ce sont les prisonniers. Pourquoi? Parce qu'ils sont à l'extérieur du système. S'ils sont à l'extérieur du système, c'est donc qu'ils portent en eux une parole émancipatrice. Certains diront, ce sont les fous. Pourquoi les fous? Parce que puisque notre rationalité est fondamentalement aliénante, eh bien, ceux que l'on présente comme aliénés sont en fait porteurs d'une rationalité d'émancipation. Certains diront les femmes, tout simplement. Pourquoi les femmes? Parce qu'elles sont à l'extérieur des hommes. Certains diront les différentes minorités, et là on peut faire une longue liste, les minorités ethniques et ainsi de suite, parce qu'elles seront extérieures à la figure de l'homme blanc. Alors quel est le lien entre tous ces gens? Aucun, sinon qu'à l'intérieur de la théorie révolutionnaire, il y a la recherche véritablement d'un nouveau sujet qui sera, sur lequel s'appuyer pour faire le procès de notre civilisation. Et au début des années 80, finalement, on finit par trouver qui sera cette catégorie idéalisée. Ben, ça va être évidemment l'exclu par excellence, donc le migrant, dans l'esprit de la gauche. Et ce sera sur lui qu'on s'appuiera désormais pour faire le procès de la société installée, pour faire le procès de la société telle qu'elle est constituée, du monde occidental. À partir des années 90, aussi, les autres minorités, sous le signe de l'identité sexuelle, différentes références identitaires. Évidemment, vous me direz, mais ces différentes identités ne sont pas nécessairement... Ils viennent pas ensemble, certaines sont contradictoires, entre l'identité féministe d'un côté et l'identité islamiste de l'autre, entre l'identité des différentes minorités. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver une manière de lier tout ça ensemble. C'est le concept de diversité. Le concept de diversité se substitue au concept de peuple pour être capable de tenir ensemble les différentes minorités qu'il faut rassembler. Et quand on saute 10-15 ans plus tard, on tombe sur un nouveau concept encore plus efficace, l'intersectionnalité, une manière de créer une équivalence entre les différentes minorités qui se définirait par le fait d'être exclues de la civilisation occidentale, patriarcale, phallocentrique, nationale, blanc-triarcale, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, c'est un parcours intellectuel qu'il vaut la peine de mener parce qu'on voit que cette espèce de dérive dont nous sommes témoins aujourd'hui, eh bien, finalement, elle a des origines assez lointaines. J'ai envie de vous demander si les classes populaires sont passées à droite, comment se fait-il, par exemple, qu'Éric Zemmour ait du mal à les attirer, comme on le lit dans la presse? Alors ça, c'est différent. Question subsidiaire. Non, mais on verra dans quelques temps. Je dirais, pour l'instant, les classes populaires sont passées surtout chez les partis dits populistes. À ce qu'on en sait en France, par exemple, Marine Le Pen, qui n'est pas considérée globalement
peut-être par Éric Zemmour, cela dit, mais globalement, on la classe rarement à gauche. Eh bien, c'est finalement c'est Marine Le Pen qui était capable de capter, et avant ça, le Front National, qui était capable de capter finalement ces classes populaires en déshérence politique. Pourquoi? Parce que derrière ça, le peuple, lui, qu'est-ce qui arrive avec le peuple à travers tout ça? On l'a d'abord abandonné, on l'a laissé de côté, on l'a trouvé, il était indigne de la Révolution. Mais on ne s'est pas contenté de l'abandonner, on s'est mis à le regarder de haut, à le dédaigner, à le mépriser, à s'en méfier. Herbert Marcuse disait « Le peuple est non seulement non révolutionnaire, il est même anti-révolutionnaire et contre-révolutionnaire. » Il passe dans l'autre bloc, il passe dans le bloc des oppresseurs, des dominants, des gens à déconstruire. Comment le peuple apparaît-il dans cette théorie? Mais comme une espèce de point de coagulation de tous les préjugés et stéréotypes de l'ancien monde avec lesquels il faut en finir au nom de la nouvelle révolution qui est anti-occidentale. Il est sexiste, il est raciste, aujourd'hui on dirait il est transphobe, on ajouterait même probablement qu'il n'aime pas l'écriture inclusive. Ah, ça c'est quand même grave. Alors autrement dit, on se représente le peuple à la manière d'une catégorie résiduelle, détestable, le bois mort de l'humanité dont on doit se libérer pour qu'un monde nouveau advienne sous le signe des minorités. Le peuple veut quand même voter quelque part de temps en temps, il faut le consulter. Un premier réflexe, ça va être les fameux partis populistes. Vous évoquez la figure d'Éric Zemmour aujourd'hui, on dirait surtout Marine Le Pen en France, mais on pourrait nommer plus largement le mouvement Trump aux États-Unis. On peut nommer les différents mouvements populistes qui ont émergé au fil du temps. Ou alors les partis conservateurs qui ont quelquefois parlé le langage du conservatisme culturel, mais qui n'ont pas toujours été capables de livrer la marchandise. Mais le peuple n'est pas aussi matérialiste qu'on le dit. Il vote pour ses valeurs, il vote pour ses valeurs conservatrices. Point d'aboutissement, qu'en est-il de la gauche aujourd'hui lorsqu'elle parle d'écriture inclusive, lorsqu'elle sacralise le multiculturalisme, lorsqu'elle sacralise un étrange type de féminisme? Finalement, qu'est-ce qu'on voit? La gauche n'est pas à la veille de se réconcilier avec le peuple, mais le veut-elle vraiment? Merci beaucoup, mon cher Mathieu. Merci beaucoup à tous pour cette émission. Tout de suite, Pascal Praud et ses invités à demain 19h.